prêter le serment constitutionnel. Vive la République! Le 11 août 1950, devant les chambres réunies au Parlement, profitant d'un silence pendant la prestation de serment du futur roi Baudouin, un député aurait crié « Vive la République !» depuis les bancs occupés par le Parti communiste. Une semaine plus tard, le 18 août, le député Julien Lahaut, auquel on avait attribué ce cri, était assassiné par deux inconnus sur le pas de sa porte à Seraing. Une des plus épineuses affaires du crime politique en Belgique venait de jeter un voile sombre sur notre pays de l'après-guerre. Mais qui était ce député Julien Lahaut? En 1950, au moment de l'affaire, il était âgé de 63 ans et présidait les destinées du Parti communiste belge. Mais c'était là un poste très honorifique, pour une personnalité usée par le combat de toute une vie, elle-même ponctuée par 2 guerres mondiales. D'abord, Lahaut était un homme sorti du rang, c'est-à-dire issu d'une famille modeste d'ouvriers. Son père était chaudronnier et son grand-père maternel souffleur de verre aux cristalleries du Val-Saint-Lambert. Il quitta l'école à 14 ans pour aller travailler à Cockerill comme tourneur de métaux. Il connut aussitôt les tourments d'une vie laborieuse et incertaine, comme tous les gens de son milieu au début du XXe siècle. Toutefois, armé d'un solide esprit batailleur, il s'engagea rapidement dans le syndicalisme et, au sein du POB, le Parti ouvrier de Belgique, alors jeune mouvement socialiste, il participa aux grandes grèves de 1902. Licencié, notre enragé se retrouva au Val-Saint-Lambert, mais fondait en 1905 un syndicat des métallos qui monta rapidement en puissance et dont il fut longtemps le secrétaire. C'est un homme engagé dans le combat pour l'émancipation des masses ouvrières quand la Première Guerre mondiale le trouva. C'est alors que commence la partie la plus invraisemblable de la vie de ce militant fervent. Il s'engagea dans l'armée, mais hasard ou destinée, son unité se retrouva en 1915 à combattre sur le front russe, en Pologne, auprès de notre allié alors, le tsar Nicolas II. Il assista en 1917 à la chute de ce dernier et au début sanglant de la révolution bolchevique, dont il sera par la suite un admirateur exalté. Comme cette révolution avait jeté la Russie dans le camp des pays neutres, l'unité belge dans laquelle Julien Lahaut combattait se trouva contrainte de quitter le pays. Et comme il ne pouvait plus être question de passer par les empires centraux, contre lesquels nous étions encore en guerre en 1918, ses forces expéditionnaires durent traverser la Sibérie, alors à feu et à sang, en raison de la guerre civile qui s'était mise à dévorer cet immense pays. Lahaut passa de la côte orientale de la Sibérie à la côte occidentale des États-Unis, qu'il fallut également traverser d'ouest en est, jusqu'à New York, où notre globe-trotter put enfin débarquer pour rejoindre notre pays. Ce périple inouï le ramena chez nous, quasi à l'achèvement du conflit. Il a fait un tour du monde. Oui, alors non seulement au sens géographique, mais aussi au sens politique, parce qu'il a assisté à la naissance du communisme dans un monde encore largement acquis au capitalisme. Mais ce voyage a énormément changé. Il a énormément changé, oui. Julien Lahaut, après ce voyage, ne resta pas très longtemps au Parti ouvrier dans le mouvement socialiste, qu'après les horreurs de la guerre, il considérait comme trop accommodant, trop tiède. Un petit peu comme aujourd'hui notre actuel PTB, lequel on oublie trop souvent est un mouvement d'obédience marxiste. Notre PTB actuel regarde le socialisme comme une voie d'affrontement trop doux avec le libéralisme. Il y a une partie communiste belge. Oui, alors il avait été fondé en 1921 par les exclus du Parti ouvrier belge, tout comme Julien Lahaut qui, exclu du Parti ouvrier, adhéra au Parti communiste en 1923. Julien Lahaut entrait au bureau politique du Parti communiste belge en 1924 et devint en 1926 élu de ce parti à Seraing. Il va se battre avec la même détermination pour l'émancipation des travailleurs et le progrès social, même si aujourd'hui notre regard sur l'histoire du communisme s'est beaucoup nuancé. Mais la misère des ouvriers belges était très grande.
Dans ce contexte tragique, la sincérité et le dévouement des militants ouvriers ne peuvent pas être considérés comme des notions secondaires. L'engagement d'un Julien Lahaut n'est pas seulement constitutif de sa personnalité profonde, il est, dans son cas, un héritage familial. Julien Lahaut avait 7 ans quand son père fut licencié pour avoir manifesté en faveur du suffrage universel. L'époque n'était pas tendre, et la répression d'une lutte considérée aujourd'hui comme tout à fait légitime se faisait dans le sang. À l'issue des grandes grèves de 1913, Lahaut avait été arrêté et emmené en prison, comme le montre ce relevé d'écrou conservé aux archives de l'État. Ce ne fut pas pour le militant son seul aller-retour en prison. Julien Lahaut était revenu de Russie convaincu de la justesse de la Révolution d'octobre. Mais ses combats au sein du Parti communiste durant les années d'avant-guerre furent tout sauf simples, alternant opposition et adhésion. C'était l'époque de la toute-puissance de Staline, leader très sectaire qui réclamait des partis communistes à l'étranger une totale obéissance à ses directives, ce qui mettait en cause leur patriotisme. Mais Lahaut, excellent tribun, se montrait un antifasciste combatif, notamment dans les affaires de la guerre d'Espagne, ou l'accueil des réfugiés juifs chassés d'Allemagne. Il fit de nombreux voyages en Russie soviétique, dont il chanta les louanges sans voir les massacres abominables du stalinisme. Ces travailleurs sont résolus à lutter pour faire que dans le monde, il y ait une société au lendemain qui chante. Ce grand monsieur n'a pas vu le danger? Et non, on peut dire que Julien Lahaut avait été frappé par une sorte d'aveuglement partisan, car il ne voyait pas les dangers en août 1939 de l'alliance entre Hitler et Staline. Il n'était pas le seul, mais il est clair que cette alliance posait un problème de cohérence au mouvement communiste. Avec la guerre, ça a changé d'avis. Oui, il a changé d'avis. Avec la guerre et surtout pendant la période d'occupation qui a suivi. Et là, il s'est montré toujours aussi résolu dans son combat contre le nazisme. Et c'était très dangereux. Ah, c'était très très dangereux, hein, surtout qu'on ne s'opposait pas au nazisme dans ces années-là sans risquer sa peau. Julien Lahaut et le mouvement communiste furent les fers de lance du combat social de mai 1941, qui déboucha sur la fameuse grève des 100 000, dont nous avons déjà parlé dans un épisode précédent. Les grèves étaient alors strictement verboten. Mais la masse impressionnante des grévistes, surtout à Liège, empêcha toute tentative de répression immédiate. 70 000 ouvriers avaient refusé de travailler ou de descendre dans les fosses, entre le 10 et le 18 mai 1941. Mais les responsables ne perdaient rien à attendre. En juin, alors que l'Allemagne nazie entrait en guerre contre l'Union soviétique, Lahaut et beaucoup d'autres dirigeants furent arrêtés et conduits en prison, à la citadelle de Huy, où ils furent torturés. De cette prison, Lahaut fut déporté au camp de Neuengamme, condamné à mort en 1944 pour avoir organisé des sabotages dans les usines d'armement. Notre insoumis est transféré au camp de Mauthausen, près de Linz en Autriche, où entre 120 000 et 300 000 prisonniers succombèrent au mauvais traitement qu'on leur infligeait. Lahaut ne survécut que par miracle à cette détention de quasi 3 ans, notamment dans le camp de Mauthausen où l'armée américaine découvrit, le 5 mai 1945, 85 000 survivants effroyablement affaiblis ou mutilés. Parmi ceux-ci se trouvaient Simon Wiesenthal, l'écrivain Jacques Bergier et bien sûr notre trublion de serein Julien Lahaut, dont on dit beaucoup parmi les survivants qu'il ne renia jamais ses convictions durant le temps de sa détention et qu'il se montra toujours solidaire de ses compagnons d'infortune. Libéré, il fut ramené au pays, en particulier à Serein, où la population lui réserva un accueil d'une chaleur hystérique et marquée d'un profond respect. Elle était très très populaire. Ah oui, alors sa popularité est au zénith. Alors le parti songe à le récompenser et à utiliser cette popularité en lui offrant un titre prestigieux mais vide de pouvoir. Julien Lahaut est nommé président du Parti communiste de Belgique en août 1945 alors qu'il est encore député.
C'est par la suite, en 1950, qu'il s'engage à fond dans la question royale dont nous avons parlé la dernière fois. Finalement, c'était lui qui a crié « Vive la République ». On ne sait pas. Il y a plusieurs voix sur l'enregistrement, on ne reconnaît pas la sienne. Plusieurs députés ont poussé ce cri, dont Lahaut, mais le premier à avoir poussé le cri serait le député communiste de Charleroi, Georges Gliner, qui revendiqua ce cri en 1993. D'accord. Le 18 août 1950, une semaine après cet épisode présenté dans la presse en Belgique comme scandaleux, il est 21h passé. Revenu de Bruxelles, Lahaut est chez lui en train de manger avec sa femme dans sa maison du 65 rue de la Vecchie, aujourd'hui Julia Lahaut, à Seurat. Deux inconnus, un grand et un petit, sonnent à la porte. La femme Gérardine ouvre, l'un se présente et dit s'appeler Hendrix, demande à parler au camarade Lahaut. Celui-ci se présente sur le pas de sa porte. Aussitôt, le plus grand des deux hommes sort un pistolet de calibre 45 et tire 5 fois. Les deux premières balles atteignent le député à l'oreille droite. La troisième se plante dans l'abdomen, y causant une hémorragie fatale. Le député s'écroule, mortellement touché. Une quatrième balle l'atteint comme un coup de grâce dans la joue droite, alors que Lahaut est par terre, la tête traînant sur le trottoir. Le tireur tire une dernière fois en se retournant pendant sa fuite. La balle ira se loger dans l'interstice des deux pierres du seuil, sans toucher personne. Une Vanguard grise, avec deux autres hommes à bord, attend les deux assassins qui s'y engouffrent. Le véhicule démarre sur les chapeaux de roue et disparaît. Julien Lahaut, lui, est mort. Un juge d'instruction inexpérimenté, présent au service de garde dans la soirée, est saisi de l'enquête. Celle-ci va poser problème en raison d'inexplicables manquements à la plus élémentaire bonne volonté. La scène du crime n'a pas été bouclée par la gendarmerie présente sur place. Les témoins sont interrogés dans le désordre, parfois trop tard, et les informations qui auraient permis une identification des assassins n'ont pas été transmises à travers les différents services de l'État. L'enquête va piétiner et en décembre 1972, 22 ans après le crime, un non-lieu était prononcé à Liège. Pourquoi on l'a assassiné? Bien, on pensait au moment des faits, en 1950, que les assassins appartenaient à un réseau de monarchistes radicaux, que le cri « Vive la République » avait scandalisé. Bon, on s'est aperçu assez vite que cette piste n'était pas très sérieuse. Ah bon? C'est évident ça. On est au début de la guerre froide et de la lutte contre le communisme dans le monde. Lutte qui faisait beaucoup de victimes, d'ailleurs, souvent communistes, dans le camp occidental. La guerre froide, c'est la guerre entre l'Est et l'Ouest. Entre les communistes et les capitalistes. Alors, on s'est aperçu que les assassins devaient appartenir à un réseau d'anticommunistes fanatiques. Donc on sait à l'heure qui a tué Lahaut. Des zadistes concordants resserraient les fils autour de plusieurs activistes très dangereux. Qui donc jamais nous a reconnu les faits. Jamais, ils n'ont connu, non. Le député Lahaut, combattant communiste de la première heure et résistant notoire, que n'avaient pu briser les années de détention à Mauthausen, constituait un ennemi à éliminer, un symbole à abattre. Notons tout de même, au passage, que les communistes, pendant la question royale, ne prônaient nullement l'abolition de la monarchie, mais seulement l'abdication de Léopold III, le roi, pour eux, félon. Les assassins de Lahaut, qui ne seront jamais identifiés, ne peuvent être des partisans de la monarchie et agissant pour son compte. Les enquêtes plus récentes, en 1986 et en 2019, ont mis en évidence le rôle central d'un ancien résistant, membre des services de renseignement belges, André Moyen, décédé en 2008. C'était un militant anticommuniste très acharné, qui avait tissé de nombreux liens avec les milieux d'affaires et certains services de contre-espionnage. Le bonhomme est mort sans rien avoir reconnu, emportant avec lui tous ses secrets, comme tout bon espion. Était-ce lui le commanditaire de l'assassinat? On ne le saura sans doute jamais.
Julien Lahaut, lui, entre-temps, est passé à la postérité. Le Parti communiste, qui a proclamé son indifférence à une enquête qu'il jugea biaisée dès le départ, conclut à un complot anticommuniste. À l'enterrement du tribun, la population l'escorta en masse. Entre 120 000 et 300 000 personnes suivirent le cercueil jusqu'au cimetière des biens communaux, où une stèle, de style stalinien, commémore encore le souvenir d'un fils aimé de la classe ouvrière de Belgique, lâchement assassiné par les ennemis du peuple. Une véritable marée humaine a donc accompagné le martyr jusqu'à cette tombe, où chaque année, à l'anniversaire de la tragédie, des personnalités de gauche se réunissent pour lui rendre hommage.